être attiré par des personnes qui sont indisponibles. Est-ce qu'il prend l'initiative de se voir? Combien de fois par semaine il prend contact avec toi? Est-ce qu'il parle du futur de votre relation? Tant qu'on n'a pas conscience de ces mécanismes, on reste bloqué et on répète, comme le hamster qui tourne dans sa roue, de relation en relation, les mêmes schémas. Exactement. C'est pas une question de manque de volonté, c'est vraiment des automatismes qui sont sauvés dans notre système de survie. Salut Sandy, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode ensemble de Crush, c'est quoi l'amour? Sandy, je le répète, tu es coach certifié et thérapeute psychocorporel spécialisé dans les relations amoureuses. Tu as un podcast qui s'appelle S'ouvrir à l'amour et tu as écrit un livre du même nom que j'invite tout le monde à se procurer et à lire. On a déjà fait un épisode ensemble il y a 1 mois où on s'adressait un peu plus aux couples, ou en tout cas à ceux qui voulaient comprendre pourquoi leur couple était en train de foirer ou avait foiré. Donc, s'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui veulent aller l'écouter, n'hésitez pas. Aujourd'hui, Sandy, on va s'adresser aux célibataires. Enfin, quand je dis célibataire, je dis célibataire dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire avant d'avoir eu une quelconque histoire, enfin une histoire sérieuse, ou séparé, divorcé. Que ce soit depuis hier, depuis 6 mois ou depuis plusieurs années. Parce que quand on est célibataire, qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, alors je précise bien quand on a envie de rencontrer quelqu'un, parce que ni Sandy ni moi n'avons envie de faire une injonction à former famille ou à faire couple. Le célibat, c'est très bien aussi. On peut être très heureux célibataire. On est d'accord, Sandy? Totalement. C'est juste si on a envie d'avoir une relation et que ça bug, en fait. Voilà, c'est ça. Ce que nos auditrices nous disent souvent, moi, c'est un truc qui revient de façon hyper récurrente, c'est qu'elles se sentent enfermées dans des schémas qui se répètent et qui empêchent d'avoir des relations amoureuses saines, épanouissantes, heureuses. Donc cet épisode, clairement, il s'adresse à tous ceux qui ont déjà vécu de l'attachement insécure, des ruptures difficiles, voire très difficiles, ce qu'on appelle les relations toxiques, qui peuvent prendre plein de formes différentes, ce qu'on appelle aussi la dépendance affective. Donc je l'annonce aujourd'hui, ce qu'on va faire, Sandy, c'est dégommer tous les blocages qui nous empêchent d'être heureux en amour. Je comprends. Moi, j'ai personnellement répété ce schéma pendant plus de 7 ans et c'était vraiment, honnêtement, à me casser la tête parce que je me disais, mais je comprends pas. Et j'essaye de me remettre en question à chaque rupture, quand une relation a terminé, qu'est-ce que j'ai fait de faux, quelle était ma part de responsabilité. J'essayais d'être plus dans la compréhension, d'être plus exigeante, moins exigeante, la fille cool, qui pose pas de problème, communiquer mieux, etc., etc. Et à chaque fois, je répétais le même schéma et c'était vraiment, au bout d'un moment, ce sentiment d'impuissance, quoi, de se dire, mais en fait, l'amour, ça va jamais marcher pour moi. Et vraiment, quand c'est comme ça, en fait, que je me suis mise à chercher les approches, parce que justement, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas pour moi. Et quand j'ai compris, en fait, que tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, ça influence par qui on est attiré et comment on démarre une relation, et que ça, c'est changeable et que ça peut changer en tout temps, moi, ça a transformé ma vie. Donc, hâte de partager mes conseils avec ton audience. Génial. Ouais, en fait, toi, tu as vécu ces schémas répétitifs et tu as découvert un truc, donc ce que tu dis dans tes recherches, tu as découvert une approche qui, toi, t'a extrêmement touchée. C'est celle du système nerveux autonome. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que ces comportements répétitifs qui viennent saboter nos relations, c'est le fruit de blessures émotionnelles passées qui sont ancrées en fait depuis l'enfance et inscrites dans notre système nerveux et que c'est eux qui se déclenchent de façon quasiment automatique dans nos relations, très souvent à notre insu en fait, de façon inconsciente sans qu'on puisse les maîtriser. Et tant qu'on n'a pas conscience de ces mécanismes, on reste bloqué et on répète, comme le hamster qui tourne dans sa roue, de relation en relation, les mêmes schémas. Exactement. Et c'est vraiment
pas sauvés dans notre tête. C'est pas une question de manque de volonté. C'est vraiment des automatismes qui sont sauvés dans notre système de survie. Hein. Le système nerveux autonome, c'est notre système de survie, et ça se déclenche en fait de manière automatique. Donc typiquement pour un célibataire, cette personne, elle va être plus attirée par un certain type de personne qui correspond au modèle qu'elle connaît, pas forcément à ce qu'elle a envie de construire. Est-ce que, quand tu dis ces blessures ancrées depuis notre enfance, est-ce que les relations amoureuses passées peuvent aussi créer ces automatismes, ces mécanismes? Oui, bien sûr, si on a eu une relation avec une rupture difficile ou une relation qui était vraiment pas épanouissante, ça peut nous faire une sorte de choc, créer un schéma. Je dirais que dans l'ensemble, le plus gros impact, c'est quand même nos 7 à 15 premières années de vie, parce que c'est là où, en fait, tu te câbles, où tu apprends ta manière de relationner de manière plus forte, parce que t'as pas d'autre modèle, si tu veux. Mais j'ai déjà eu plusieurs personnes qui ont eu ce que moi j'appelle des relations chocs, c'est-à-dire que suite à ces relations, c'est souvent des relations longues, et ça peut même être une relation qui a été positive dans l'ensemble, mais la rupture a été dure. Et donc, ça crée de nouveaux schémas, et ça crée de nouvelles manières de relationner. Et puis, du coup, ces personnes, qu'est-ce qu'elles remarquent, en fait, dans leur vie affective? C'est que jusqu'à cette relation, elles arrivaient à avoir des relations plutôt bien, même si elles se terminaient. Et que depuis cette relation-là, elles enchaînent catastrophe sur catastrophe. Ça, c'est souvent l'indicateur que il y a eu quelque chose qui a changé à ce moment-là. Ok. Donc, en fait, ce que tu fais avec tes patients en coaching, c'est que tu vas chercher, tu identifies ces mécanismes et tu essayes de les débloquer de différentes manières. Ok. Exact. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on soit hyper concrète et hyper pratico-pratique. Est-ce que ça te va si je te donne 3 profils on va dire, c'est des profils psychologiques pour moi. Peut-être que toi, tu emploieras un autre mot. Avec des schémas que j'estime récurrents, auxquels on a toutes fait face. Moi, la première. Et qu'on essaye de voir ensemble les comportements typiques, les origines possibles, les blessures qui sont cachées de façon sous-jacente, et que tu nous donnes, du coup, toi, des clés concrètes pour débloquer ce qui est bloqué. Ça te va? Yes, ça me va très bien. Ouais. Ok. Alors, ça tombe très bien parce que j'ai récemment fait un sondage sur Instagram auprès de mon audience pour essayer de comprendre en fait quelles sont leurs préoccupations en amour. Et il y a un schéma qui revient très très régulièrement et que tu connais aussi, c'est être attiré par des personnes qui sont indisponibles. Donc, l'exemple typique, c'est je tombe toujours amoureux, amoureuse de gens qui ne veulent pas s'engager, que ce soit psychologiquement ou matériellement. Moi, je mets dans cette catégorie, je mets les filles qui tombent amoureuses de mecs qui juste, psychologiquement, sont pas prêts à s'engager, mais aussi de l'homme marié. Oui, alors moi aussi, j'inclus tout dans cette catégorie. Il y a aussi la personne qui va dire « Ah, mais j'ai trop envie d'être avec toi, mais j'ai un travail prenant, j'ai un hobby prenant, je suis séparée, mes enfants me prennent tout mon temps. » Enfin, toute cette catégorie où finalement, l'autre en face n'investit pas suffisamment dans la construction de la relation. Ok. Très clair. Et du coup, pour moi, les comportements typiques que j'associe à ce schéma, c'est que tu t'attaches dès le premier échange, même si l'autre, il est un peu distant, un peu flou, voilà ce que tu disais. Tu trouves des excuses au manque d'effort. Ce que tu disais, elle a une vie compliquée. Ses enfants, son travail. Tu ressens toujours plus d'envie quand l'autre s'échappe, donc c'est le fuis-moi, je te suis, et tu restes accroché, hyper accroché, malgré tous les signaux clairs d'indisponibilité. Alors, les signaux clairs, ils sont peut-être clairs de l'extérieur, ouais. Mais quand tu es dans ce schéma-là, en fait, tu ne les vois pas.
Et ça, c'est vraiment un mécanisme que tu as appris de l'enfance. En gros, une personne qui a ce schéma de l'indisponibilité, c'est souvent parce que dans l'enfance, elle a appris que l'amour, c'est bien, mais c'est égal à l'indisponibilité. Par exemple? C'est son modèle. Par exemple, si tu as eu des parents qui étaient très occupés par leur travail, si tu avais un parent qui, en termes de santé mentale, avait des difficultés, un peu de dépression, un peu de burn-out, qui était là, mais qui n'était pas là émotionnellement avec toi. Ou des parents, si tu avais une grande fratrie, si tu avais beaucoup de frères et sœurs, c'était un petit peu, on donne un peu au compte-gouttes à tout le monde, puis toi, tu prends ce qui reste, en fait. Ça, c'est typiquement un schéma qui arrive. J'ai eu aussi, ça je le dis dans mon livre, l'exemple d'une coachée qui, elle avait une relation super complice avec son père. Vraiment, c'était son parent favori. Mais par contre, son père travaillait beaucoup. Donc, elle le voyait pas souvent. Il était beaucoup occupé par son voyage. Il voyageait, etc., etc. Et elle, en fait, c'est ce qu'elle rencontrait systématiquement dans ses relations. Des relations super intenses, super complices, mais à petite dose. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Un enfant, en fait, quand il a l'indisponibilité de ses parents, c'est dangereux pour sa survie. Et donc, le moyen de protection qu'un enfant a, il ne peut pas changer ses parents, c'est qu'il va aller dans l'idéalisation, qu'il va aller dans la projection, et ça peut passer par deux choses. C'est en fait, je trouve des excuses, je me raccroche aux rêves, je me raccroche aux miettes que je reçois, au lieu de voir vraiment les faits dans la réalité. Et en termes de système nerveux, c'est vraiment, tu ne les vois pas, en fait, ces signes-là, parce que tu fuis dans le rêve, tu fuis dans la projection. C'est une forme de fuite. Là où c'est moins douloureux, en fait. Exactement. En fait, c'est pour éviter de ressentir, c'est ce qu'un enfant a fait, pour éviter de ressentir cette douleur de l'indisponibilité. Et le deuxième mécanisme qui peut se créer, c'est je retourne la faute contre moi. Ah s'il veut pas s'engager, c'est que je suis pas assez ça. Peut-être que je suis trop chiante. Peut-être que je suis trop compliquée. Que je me pose trop de questions. Si je fais cette réaction, oh là là, ça va être encore pire. Si j'ose dire mes besoins, il va encore plus partir. Ça, c'était mon schéma. Donc, c'était le mien aussi. Et c'est difficile, en fait. Si tu veux, quand tu as appris ça enfant, tu as une neuroception erronée de ce que c'est l'amour. Une neuroception. Oui, c'est-à-dire que les signes que tu interprètes comme étant de l'amour, ce n'est pas des signes d'une relation saine. Ok. Donc ton détecteur, si tu veux, il est faux. C'est que tu vas aller inconsciemment choisir ces personnes-là parce que ça correspond à ce que tu connais. Mais en gros, en fait, ce sont des personnes dont le terrain est trop insécure et mouvant et tu n'auras pas, en fait, la relation saine que tu souhaites. Qu'est-ce qu'on fait, Sandy, dans ce genre de situation? Comment on commence? Qu'est-ce que... de façon pratique, si tu veux, pragmatique, par exemple, je suis consciente de ça. Tu sais, on dit souvent entre copines, non mais je suis toujours attirée par des mecs qui sont pas dispo, ou non mais de toute façon lui il me correspond pas, je sais pas pourquoi, toujours le bad boy, le machin, tu sais. Mais potentiellement je suis déjà dans une relation comme ça en ce moment, où je me dis que de toute façon la prochaine ce sera la même chose. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on amorce comme travail? Par quoi on commence pour essayer de dégommer ce schéma? Alors déjà, se dire que je choisirais mieux la prochaine fois ou une autre relation sans rien faire de son côté, en fait, c'est une illusion. Ça demande vraiment un réapprentissage. De soi-même. Et ce réapprentissage sur soi, pour justement corriger cette neuroception erronée. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire de prendre l'habitude, premièrement, de lister les faits de la relation.
Donc, lister ce que l'autre personne fait concrètement sans son interprétation. Ça veut dire quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on met sur cette liste? On prend un papier, on prend un papier, un crayon. Papier, un crayon, tu notes, OK, est-ce qu'il prend l'initiative de se voir? Ouais. Combien de fois par semaine vous vous voyez concrètement? Combien de fois par semaine il prend contact avec toi? Est-ce qu'il parle du futur de votre relation? Est-ce qu'il est capable d'aller dans l'entente de tes besoins et tes limites? Mais vraiment, tu notes. Moi, dans mon coaching, en fait, j'ai ce qu'on appelle le journal du dating, justement pour obliger les personnes à revenir sur Terre et se poser la question, OK, quels sont les faits? Et de noter vraiment concrètement, un petit peu comme un détective, de se dire, OK, quels sont les faits? Et ce n'est pas pour fliquer l'autre, c'est pour changer la neuroception de ce qu'on a. Parce que justement, cette tendance de partir dans la projection, elle arrive de manière automatique. Et donc, l'idée de noter les faits, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de sortir de cet état de fuite, de sortir de cet état de projection. Et ça passe par la régulation du système nerveux. C'est-à-dire de repérer quand je pars dans la fuite. Concrètement, le mécanisme de fuite, c'est un passage à l'état sympathique. Donc, souvent, on peut voir qu'on commence à partir beaucoup dans les rêves, dans minimiser ce que fait l'autre, dans trouver des excuses à l'autre, dans je prends une petite miette et puis je m'imagine le mariage, les enfants et toute la suite. En termes de sensations corporelles, c'est souvent, on remarque une accélération du rythme cardiaque, une accélération de la respiration. Souvent, en fait, un petit peu comme si on se déconnectait de nos sensations faibles, pas de manière intensive, et qu'on va être beaucoup plus dans la tête que dans notre corps. Et pour ça, en fait, la régulation va être importante. Donc la régulation, ça peut être des exercices de respiration pour nous aider en fait à sortir de cet état sympathique. Moi, j'aime beaucoup typiquement la respiration alternée qui permet de sortir de ses rêves pour rentrer plus dans le rationnel, le concret, de se reconnecter à son cortex préfrontal. Ok. Ça, c'est pour sortir des projections. Ok, donc ça veut dire, concrètement, je reçois un texto du mec qui me dit « Désolé pour ce week-end, ça va pas être possible qu'on passe tout le dimanche ensemble. Par contre, si tu veux, on se retrouve à 21h devant un film. » Ouais. À ce moment-là, toi, tu te dis, je suis super déçue, j'avais prévu de passer le dimanche avec lui, on avait un programme ensemble, je m'en réjouissais parce qu'on s'est pas vu de la semaine et j'avais trop envie d'être avec lui. Là, moi, je ressens une grosse déception, une colère envers lui. Mais la petite miette qu'il me donne du 21h, on peut se mater un film, je vais me raccrocher à elle, je vais finir par me dire, ouais, bon, oui, bon, bah... j'ai déjà ça, quoi. Je vais passer la soirée avec lui. Peut-être pas toute la journée, mais au moins la soirée avec lui. C'est à ce moment-là qu'il faut que je me mette, que je me dise, OK, là, je suis dans un mécanisme de fuite. Je réécris l'histoire, en fait. Et là, je peux faire des exercices de respiration pour reconnecter à mon corps. Tu commences par lister les faits. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente, ad hoc, une fois de temps en temps, changement de plan, ou est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'il y a souvent des changements de plan et puis qu'au final, t'es casé dans le petit agenda qui arrange l'autre, mais c'est jamais ce que toi tu aimerais vraiment? Est-ce que ça, c'est quelque chose de répétitif? Donc, tu lises tous les faits. Tu lises tout le passif qu'il y a eu dans les 2-3 dernières semaines pour voir, en fait, si c'est une tendance ou si c'est juste un changement d'avis. Ça, c'est lister les faits.
Ensuite, en effet, tu peux faire des exercices de respiration pour sortir de ce rêve, pour sortir de cette tendance à accepter les miettes, pour être ensuite capable de voir l'effet, pour être physiologiquement capable de voir l'effet. Donc, de prendre du recul et d'être plus... prendre du recul, exactement. Et du coup, d'être plus lucide. Justement, c'est pour retrouver la lucidité, en fait. Et la troisième étape, qui est souvent la plus dure à mettre en pratique, c'est si tu constates que dans les faits, ce n'est pas OK. Tu renvoies un texto. C'est là où il faut être aligné et ne pas dire oui à quelque chose que tu ne veux pas. Donc, si tu veux pas des miettes, faut pas les accepter, les miettes. Parce que sinon, si tu ne dis rien ou que tu vas dans le sens de l'autre, en fait, l'autre va interpréter ça comme « OK, elle est OK d'accepter les miettes. » Et on a un pacte relationnel. Je donne des miettes, elle accepte. Et ça continue comme ça. Est-ce que tu penses même que si on n'accepte pas les miettes, en fait, ça peut changer la relation dans le sens... Parce que là, tu dis qu'en fait, l'autre, en fait, il adapte son comportement aussi à ta propre réponse. Yes. Est-ce que lui, ça peut changer son comportement de se rendre compte qu'en fait, que la nana qu'il a en face de lui, ça peut être l'inverse, genre garçon-fille, que la personne qu'il a en face de lui, en fait, elle ne veut pas que ça, mais elle veut plus. Est-ce que lui, ça peut aussi changer son comportement? Oui, alors vraiment par expérience avec les personnes que j'accompagne, il y a à peu près 50-50. Okay. C'est-à-dire que toi, en changeant ton alignement, en refusant les miettes, en communiquant clairement que tu veux le gâteau entier et que c'est en dessous de ça, c'est pas OK, dans 50% des cas, la personne en face, en fait, répond et change son comportement. C'est une moyenne à peu près approximative. Dans d'autres cas, en fait, c'est pas que la personne est mauvaise ou quoi que ce soit, mais elle n'a pas envie en ce moment, elle n'est pas dans une phase de vie où elle a envie de s'investir, où elle a envie de s'engager. Elle peut aussi avoir des schémas amoureux qui fait que elle tient l'amour à distance par mesure de protection. Et dans cet autre 50%, en fait, ça veut dire que cette personne ne veut pas ou n'est pas capable de s'engager ou de construire une relation saine. Ok. Donc, pour moi, c'est hyper clair. Quand on est dans ce schéma, il faut retourner vers plus de lucidité. C'est ce que tu dis, et réussir à prendre du recul pour changer sa neuroception. Pour ça, quand le moment fatidique arrive, et on sait les identifier, on sait très bien les identifier, en vrai. On se pose 2 secondes avant de répondre tout de suite au message. On se pose 2 secondes, on se dit, est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Est-ce que ça me blesse? Est-ce que ça me met en colère? Ensuite, on peut faire un exercice de respiration pour se reconnecter. Des fois, on doit le faire avant si on est vraiment trop dans les rêves. Ça dépend de l'intensité. Là, normalement, on s'est reconnecté à sa lucidité et on peut du coup prendre la parole et répondre d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément ton plan, c'est nul, merci mais non merci, mais répondre, écoute, ça ne me convient pas. Moi, j'avais prévu de passer la journée avec toi. Là, tu ne me proposes que la soirée. Donc, ça ne me convient pas. Donc, je préfère qu'on se voit pas. Ou t'es sûr que c'est mort? Qu'est-ce que tu réponds en fait? Je suis mauvaise. Ça dépend, en fait. T'as vu, je sais pas faire. Alors, moi, je suis plutôt pour dire ce que tu veux, plutôt que de reprocher ce qui va pas. Ok, donc c'est plutôt mon positionnement. Donc par exemple, écoute, je comprends tout à fait, t'es pas disponible en journée. J'avais vraiment envie qu'on se voit et qu'on profite de la journée ensemble. Si c'est pas possible ce week-end, est-ce que tu serais dispo samedi ou dimanche prochain? Tu donnes ton standard et tu regardes quelle est la réponse à ton standard. Et si à chaque fois la personne trouve une excuse, répond quelque chose à côté, ça va devenir très clair. Bon mise en pratique les meufs. Oui. Toutes celles qui ont écouté qui se sentent juste pour préciser, pour les personnes qui se disent oui, Sandy, c'est sympa, mais en pratique c'est très très dur. Pour ce schéma d'indisponibilité, si c'est vraiment quelque chose récurrent et très dur à mettre en place, à ce moment-là, moi, le travail sur les schémas par le corps, c'est ça qui fait vraiment la différence. Oui, parce que dans ton approche, en fait, tu fais un travail de coaching
Donc, comme on Yes. s'imagine le coaching, mais tu as aussi des séances où tu travailles sur le corps. Oui, et pour le schéma de l'indisponibilité, c'est vraiment, j'ai aussi beaucoup de personnes qui arrivent, qui me disent, tu sais Sandy, j'arrive à dire ça, j'arrive à dire c'est pas ce qu'il me veut, mais quand même si je fais ça, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est à nouveau la même situation, donc je suis encore à nouveau obligée de me séparer. Moi, typiquement, c'était mon cas. Et ça, souvent, c'est pour moi l'indicateur où c'est important de travailler sur l'empreinte de ces schémas dans notre corps pour être attiré par d'autres personnes. Et comment tu travailles ça, concrètement? Tout simplement, en fait, quand tu as appris une neuroception dans ton enfance, c'est-à-dire que tu as appris que l'indisponibilité était l'amour, c'est basé sur les expériences que tu as fait. Et les expériences que tu as fait, ça te fait enregistrer le mécanisme de indisponibilité égale amour. Quand tu travailles sur ce mécanisme, que tu déprogrammes ce mécanisme, tu peux ensuite reprogrammer un nouveau mécanisme qui est, en fait, amour égale disponibilité, relation saine, investissement, engagement. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais quoi sur le corps concrètement? Alors, ça ressemble à de l'ostéopathie viscérale, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va aller regarder tous les événements qui ont pu générer ce mécanisme. Donc au départ, il va y avoir des événements dans les relations amoureuses, et puis on va remonter un petit peu plus dans le passé, et il y a des schémas de l'enfance qui vont ressortir. Et ça va me donner une indication de où est-ce que c'est sauvé dans le corps. À ce moment-là, une fois que j'ai cette indication-là, voir, OK, comment se déclenche ce mécanisme au niveau des organes. Et souvent, j'ai pas besoin de le dire, la personne sent que quelque chose se passe, et déprogrammer ça. Oh, wow, ok, d'accord. On a du mal à s'imaginer ce que ça veut dire concrètement, mais c'est... Alors, j'imagine que il n'y a rien, il n'y a pas de miracle et que c'est pas magique, mais c'est hyper intéressant. Si on se pose sur notre second cas pratique, Sandy, un des schémas qui revient aussi de façon très récurrente, c'est les personnes qui se perdent dans la relation. Et on parle dans ce cas-là de cette fameuse dépendance affective, c'est-à-dire que je donne tout trop vite et j'ai tendance à m'oublier complètement dans la relation. Ça veut dire que concrètement, tu adaptes ton emploi du temps, tout le temps, tes goûts, ta personnalité pour coller à ce que l'autre attend. Donc en fait, tu dénatures ta personnalité. Tu prends souvent sur toi pour éviter les conflits. Tu ressens un très grand vide quand l'autre est absent et tu te rends indispensable pour te sentir aimable. Ça me parle ça aussi. Pas pour moi pour le coup, mais est-ce que c'est bien ce type de comportement qui correspond au comportement de dépendance affective? Oui, alors dans le sens du système nerveux, ça correspond vraiment à deux cas concrets. Donc, soit c'est parce que on a appris en fait dans notre enfance qu'il fallait se formater aux attentes de l'autre pour pouvoir être aimé. Donc, ça peut être typiquement si on a eu des parents qui nous disaient mais il faut avoir des bonnes notes, il faut bien être sage à table, il faut se comporter comme ci, il faut être comme ça. Donc, l'enfant, en fait, a pu percevoir que pour être aimé, il faut que je me moule aux attentes des autres. Et ce schéma-là, ensuite, tu le répètes, en fait, dans les relations. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et c'est un mécanisme de réaction qui s'appelle le mécanisme de soumission ou le mécanisme de phoning. Où l'enfant, en fait, si tu veux, pour minimiser la menace de ne pas être aimé, tu vas adopter ce que les autres attendent de toi. Et dans la forme, on va dire, simple, tu as cette tendance à te suradapter. Et puis, dans la forme, si c'est plus intense chez toi, en fait, tu as même pas l'impression de t'adapter, parce que tu ne ressens plus tes propres besoins ou tes propres limites. Donc, c'est typiquement le cas de dire « Ah bah oui, mais ça me dérange même pas moi, en fait. » Et ça, c'est souvent quand la personne, elle a tellement eu cette habitude de s'adapter à l'autre qu'elle ressent vraiment avec un grand décalage
où elle se rend compte que en fait non, ça allait pas pour moi, mais sur le moment elle le ressentait pas. Et typiquement, beaucoup de personnes arrivent, elles ont une rupture, et c'est là où elles réalisent du nombre d'années où elles se sont sacrifiées, suradaptées. Il y a vraiment cette addition de la relation qui se fait. Et elles le réalisent avec un énorme décalage. Et en fait, c'est la logique, c'est qu'elles ne ressentent plus, en fait, elles sont comme déconnectées de leurs propres besoins et concentrées seulement sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on s'y prend? Ça me paraît un sacré job pour le coup. Oui, c'est vraiment un réapprentissage déjà de ressentir quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, d'aller dans la reconnexion à ton corps pour pouvoir ensuite reconnaître tes limites, qu'est-ce que tu as envie ou pas dans une relation et tes besoins dans une relation. Ça, c'est vraiment une grosse étape en fait pour ces personnes-là. La deuxième étape, c'est de refaire confiance en leur jugement. C'est-à-dire que au lieu de systématiquement s'adapter à ce que l'autre veut, de prendre un temps de réflexion égale en se demandant « Et moi, qu'est-ce que je veux dans cette situation ? Qu'est-ce qui me conviendrait dans cette relation ? Est-ce que je veux vraiment là aller dans le sens de l'autre ou est-ce que j'ai une autre envie ?» Pourquoi ? Parce que ce temps-là, en fait, cette étape de réflexion, elle a souvent pas lieu, en fait. Et sur cette base-là, de décider, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, dans la relation ? Ok, alors attends. Ça veut dire, est-ce que tu as un exemple concret de situation ? Oui, typiquement dans la suradaptation, la personne va répondre comme tu veux. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme tu veux, comme ça t'arrange. Ok. Souvent, en fait, quand la personne elle arrive dans cette étape-là, elle n'a pas eu la conscience de ce qu'elle veut vraiment. Donc, elle va répondre comme tu veux. Ok, donc elle est hyper conciliante et elle se dit ce que je veux, c'est ce que l'autre veut. De façon automatique. Je suis flexible, je suis cool. Ouais, je suis flexible. Je suis pas chiante. Voilà. Sur le moment, elle va peut-être pas le réaliser. Au bout d'un moment, en fait, elle va se rendre compte qu'on fait toujours ce que l'autre veut. Et c'est là où la souffrance va arriver, en fait. Est-ce qu'il y a aussi, du coup, un travail d'essayer avant de se questionner sur sa relation avec l'autre, de se questionner sur soi? Et par exemple, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y aurait une exploration pour aller reconnecter avec ce qu'on aime. Exactement. Mais pour pouvoir le faire, tu dois ressentir à l'intérieur. Pour savoir si tu aimes quelque chose ou tu aimes pas quelque chose, en fait, tu as besoin de ressentir ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, tu as besoin d'identifier la vibration. Tes sensations corporelles, en fait. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour moi? Est-ce que c'est quelque chose de négatif pour moi? Si tu n'as pas cette connexion-là, en fait, tu ne peux pas savoir ce qui te fait vibrer ou pas. Si tu as pas ça, tu ne peux pas évaluer une situation, tu ne peux pas juger une situation, il te manque ta propre évaluation, en fait. Donc, c'est normal que l'autre va emporter sur ta décision, vu que si toi, t'as pas d'avis, si t'as pas cette sensation-là, c'est difficile d'aller à l'inverse de l'autre. Donc, ça va passer par une étape de connexion à soi-même, de voir qu'est-ce que j'aime pas, vraiment c'est une vraie reconstruction, en fait, de ta propre identité. Ça veut dire, je suis capable d'être moi séparé de l'autre, au lieu de, je fais ce que l'autre attend de moi. Et ça, c'est un mécanisme qui a fonctionné dans l'enfance, qui fonctionne plus après dans les relations. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les sensations fortes pour savoir où on vit ou pas? Alors ça, c'est le deuxième cas, en fait, de la dépendance affective. C'est pour toutes les personnes qui ont été, en fait, accros à l'insécurité, au non-contrôle, au sentiment d'impuissance et au drame. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Si tu veux, c'est une deuxième cause de la dépendance affective. Pour ces personnes-là, en fait,
elles ont plus attribué que l'amour égale instabilité, égale sensation forte. Donc, elles vont aller chercher cette instabilité, ces sensations fortes, avec des moments où c'est très bon, très intense, c'est le bonheur, c'est l'homme de ma vie, etc. Et puis des retraits très intenses. Et c'est là où le phénomène, en fait, de dépendance affective va être enclenché. Mais si tu veux, dans ce cas-là, le réapprentissage, il n'est pas le même. Dans le premier cas, c'est vraiment je me moule aux attentes des autres parce que j'ai appris ça de mon enfance et que, en fait, je dois réapprendre à savoir qu'est-ce que moi je veux en ressentant ce que je veux. C'est la première étape. Dans cette autre étape, dans cet autre cas de figure, c'est plus, OK, je dois apprendre que la sécurité du lien, les relations saines, n'est pas égale à ces hauts et bas intenses. Ce que moi j'appelle souvent cet attachement traumatique. C'est vraiment, et c'est comme une drogue en fait. Pour ces personnes-là, rentrer dans une relation saine, c'est C'est ennuyeux, calme, trop calme. c'est trop calme. La personne ne nous attire pas du tout. Et c'est vraiment ici un réapprentissage de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'amour sain? Comment je le sais dans mes sensations que c'est de l'amour sain au lieu de cet attachement traumatique? Ok. Donc, je vais te refaire la même question que tu t'es faite tout à l'heure sur le premier cas. C'est bien joli, ça me dit, mais comment on commence et par qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est à nouveau un réapprentissage. C'est pour ça que mes accompagnements durent 5 mois, parce que on doit réapprendre des choses. Donc, se reconnecter à ses sensations. Comment est-ce que je sens dans mon corps que c'est quelque chose qui me correspond ou me correspond pas? Comment est-ce que j'arrive à identifier quelles sont mes limites, quels sont mes besoins? Donc vraiment, à nouveau, là, c'est que du travail sur le corps, concrètement. Une fois que j'ai ça, une fois que j'arrive à voir, OK, ça c'est à peu près ce que je veux, prendre l'habitude, à chaque fois que l'autre fait une proposition, c'est là où on met le stop, de se poser la question, qu'est-ce que moi je veux? Quel est mon avis sur la situation? Et de proposer une réponse différente. Donc, au départ, selon le niveau d'ancrage de ce mécanisme, ça se fait souvent a posteriori, c'est-à-dire que tu vas dire oui, et puis après, tu vas apprendre à te désengager, à corriger. Écoute, je sais que je t'ai dit oui, mais en fait, je me rends compte que je préférerais faire ça. Ok. Ce qui est pas facile. Non, c'est pas facile. Et apprendre et expérimenter que l'amour reste Quand tu fais ça. quand on fait ça. Ok. Donc ça, c'est pour le premier cas. Et puis pour le deuxième cas, là, c'est vraiment Pour le cas accro à l'adrénaline, c'est ça? accro la à passion. l'adrénaline. Exactement. C'est justement quand tu sens. Alors souvent, quand c'est le moment de passion intense, c'est pas là où ça pose un problème. C'est la descente aux enfers après, on va dire ça comme ça. Et là, en fait, d'arriver à repérer ce qui se répète, le mécanisme, c'est-à-dire de se dire, OK, je vois que c'est des hauts et des bas, je vois que c'est pas une relation saine, d'avoir le courage d'être aligné sur ce point de vue-là. Et l'étape d'après, qui est l'étape que la plupart des personnes n'aiment pas, c'est-à-dire que une fois qu'on a réussi peut-être à mettre fin à une relation qui n'était pas saine, c'est d'apprendre à choisir une relation saine et d'apprendre à voir les faits, donc vraiment les green flags qui font que c'est une bonne relation saine, à accepter les sensations moins intenses et réapprendre que ces sensations, en fait, ce sont des sensations d'amour. Et je dis toujours, quand tu es avec une bonne amie, ou pour les personnes qui ont des enfants, quand tu penses à la relation avec cet ami où tu te sens bien, tu sais, l'ami à qui tu peux tout dire, tu peux sortir tes poubelles, elle va pas te juger. Ben, souvent, en fait, c'est des sensations qui sont douces, c'est des sensations d'ouverture,
tu sens de la connexion, il y a pas d'enjeu, t'es juste bien en fait. C'est vraiment, je dirais, le rythme cardiaque est plutôt ralenti, les traits du visage sont plutôt détendus. C'est ça l'amour. C'est pas mon cœur s'accélère, ça bat la chamade, j'ai la boule d'adrénaline qui monte au ventre. Ça, c'est de l'attachement traumatique. Je pense que ça va secouer. Ok, les filles, vous avez bien entendu? Et les mecs? Il doit y en avoir aussi. J'espère que vous avez bien Ah entendu. oui, ça va dans les deux sens. C'est pas genré du tout. Ouais, Hein. ouais. Alors, ensuite, j'avais identifié un troisième cas pratique. C'est celui que je trouve assez aussi récurrent dans notre société actuelle. Et c'est lié notamment aux apps de rencontres, je dirais. Mais tu vas me dire ce que tu en penses. C'est la fatigue amoureuse et la peur de revivre l'échec. Donc, c'est un peu cette phrase, tu sais, qui dit je suis trop fatiguée pour y croire encore, en fait. C'est bon, j'ai trop donné, c'est bon, laisse tomber. De toute façon, je tomberai jamais amoureuse, c'est trop difficile. Pour moi, les comportements typiques que j'associe à ce profil, c'est tu sabotes de façon plus ou moins consciente la relation, tu fuis dès que ça devient un peu trop sérieux, tu ne te projettes plus, même quand tu rencontres quelqu'un qui a l'air bien. Tu penses, ce que je viens de dire, de toute façon, ça sert à quoi? Ça finit toujours mal. Les histoires d'amour finissent mal. Merci, Larita Mitsuko. Et tu es hyper exigeant ou exigeante et tu te montres pas vulnérable, en fait. Jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des comportements qui s'associent à ce profil? Oui, alors pour moi, ça vient pas forcément des applis, mais bien plus de tes peurs plus profondes. Donc typiquement, si tu as eu 2-3 relations qui t'ont brûlé les ailes, c'est typiquement le moyen de protection qui arrive en fait. Parce que si tu ne rentres pas en relation, bah, ton système nerveux, il te protège à 100% du risque de ressouffrir. Et souvent, en fait, ça se met de manière très insidieuse dans ton processus de rencontre. Ça peut commencer par de toute façon sur les apps ça marche pas. Les statistiques suisses, il y a quand même 30% de relations qui durent plus de 5 ans qui se font par les applications, donc ça vaut quand même la peine d'essayer. Ah, tu sais, je crois qu'on est encore bien plus élevé en France. Ouais. Ah, je crois qu'on j'ai lu des stats entre 60 et 70. Mais je pense que ça va grandir de plus en plus, en fait. Donc, bien sûr, il y a des biais dans les applications, mais je dirais que grosso modo, dans l'ensemble, c'est aussi des vraies chances et des vraies opportunités. Si on adapte la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'on va pas s'engouffrer dans la frénésie de dater à tout va, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un équilibre dans sa vie. Mais c'est plus, en fait, pourquoi on se dit ça? Quel est le mécanisme que ça crée, en fait? En se disant, les applications, ça marche pas, c'est sûr que ça nous permet d'optimiser notre mécanisme de protection. De défense. De pas aller se frotter au potentiel d'avoir mal, en fait. Ça peut se montrer aussi dans le processus de rencontre. Tu fais 1 ou 2 dates avec la personne, puis tu dis, j'ai pas l'étincelle. Ou alors, d'un seul coup, tu focuses sur 1 ou 2 défauts, et puis, au lieu d'évaluer la personne dans l'ensemble. Ouais, donc là, c'est là quand tu te dis, c'est pas une évidence, donc... Il manque ce truc. Ouais, il manque le frisson, c'est pas ça. Ça peut pas être lui. C'est pas fluide. Ouais, c'est ça. Au premier rendez-vous, il savait pas trop quoi me dire. C'est peut-être quelqu'un de timide, en fait. Donc, c'est ce mécanisme-là. Et puis après, ça peut vraiment être des mécanismes, comme tu as dit, un peu auto-saboteurs, c'est-à-dire que tu vas pas te dévoiler. Donc, si tu te dévoiles pas, en fait, l'autre n'a rien sur lequel construire une connexion, une intimité. Tu vas pas être régulier dans l'engagement, l'investissement ou dans montrer ton intérêt. Donc forcément, au bout d'un moment, l'autre va arrêter de te relancer ou de te contacter. Et ça va entretenir en fait le cercle vicieux que l'amour c'est pas pour moi. J'en ai marre de chercher pour à quoi bon. Et physiologiquement, en fait, ça te met dans
en fait, la montagne, elle est trop grosse. Tu n'arriveras jamais Quand à la grimper. j'essaye, ça marche pas. L'autre cas de figure qui arrive aussi, c'est quand toi, tu as l'intérêt, la personne à ce moment-là, elle te rejette. Donc, si tu veux, c'est toi, tu repousses les autres, soit tu te fais repousser. Ça, c'est aussi l'autre pendant de ça. Et donc, à quoi bon, quoi. Ok. Et alors ça vient d'où dans l'enfance? Ça vient de quel comportement de quelle situation qu'on a vécu? Ouais. Donc, moi, ça vient souvent quand on a eu le sentiment de, comme je suis, naturellement, je ne suis pas assez bien pour être aimée. Donc vraiment ce phénomène de rejet, ça peut monter. En général, ce schéma-là, il remonte souvent dans la période de conception in utero naissance, c'est-à-dire que typiquement, si tes parents voulaient un garçon, t'es une fille. Si tu es le bébé surprise, c'est-à-dire que t'étais pas planifié, t'étais pas attendu, ou que t'es arrivé dans une phase de vie de tes parents qui était pas idéale, ça peut être vraiment une première étape de rejet. Après, il y a aussi toute la phase de école. Je suis différent des autres. Je sais pas, par ta couleur de peau, Ta façon de selon t'habiller, la façon de t'habiller, tes ton goûts, poids, tes goûts. tes goûts, T'aimes pas jouer au etc. foot alors que t'es un garçon. Tu aimes jouer au foot Exactement. alors que t'es une fille. Ok. Exactement. Toutes ces formes qui t'ont fait, en fait, enregistrer que mon identité m'empêche d'être intégrée, en fait, d'être en relation avec les autres. C'est hyper Donc ça, violent ça. Ouais. c'est hyper violent. Je pense aussi, c'est pour ça que dans les écoles, ils essayent de prévenir ça parce que ça laisse énormément de marques et c'est un long processus, en fait, parce que déjà, tu dois recroire dans cette capacité à être aimé, euh, pour ensuite, petit à petit, oser te risquer à aller en relation. C'est-à-dire que malheureusement, le rejet, on peut pas l'éviter à 100%. Mais une belle relation, tu peux pas la créer si tu ne te risques pas à t'ouvrir un petit peu. Moi, je dis toujours, on tombe pas amoureux d'une vitrine, en fait. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Par quoi on commence? Ouais. Donc là, ça demande vraiment d'aller travailler sur cette blessure, de retrouver en fait ce sentiment qu'on est capable d'être aimé comme on est. Donc selon l'identité, alors moi je peux parler de un problème que j'avais, je pensais que si on avait un certain poids, on pouvait pas être aimé, que voilà, on n'était pas assez séduisante, etc. J'avais plein de modèles et alors un moyen de le faire, c'est d'aller regarder des expanders, c'est-à-dire des personnes qui te montrent qu'une autre réalité est possible. Donc typiquement, dans mon cas, des personnes qui ont un peu de poids en plus et qui arrivent à être en relation, qui sont aimées comme comme elles sont, avec leur rondeur, leur forme, etc., etc., pour inviter, en fait, à croire que oui, c'est peut-être ce que moi j'ai vécu dans mon passé, c'est peut-être ce que j'ai appris de mes expériences passées, mais ce n'est pas le 100% de la réalité. Ça prend du temps. Ça demande vraiment de consciemment investir du temps pour voir cette autre réalité. Ça, c'est aussi l'idée de changer les représentations parce que ce que tu dis, par exemple, je trouve que le poids, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que surtout nous, les femmes, là, pour le coup, je vais genrer un petit peu mon propos, la société nous encourage à ne pas nous aimer en permanence puisqu'on est toujours trop vieille, trop ridée, trop blanche, trop brune, trop grosse, trop petite, trop grande, trop grosses fesses, trop petits seins. On n'est jamais comme il faut, en fait. Jamais. Il faut se mettre de la crème bidule pour éviter les rides, il faut se mettre de la crème machin pour éviter les vergetures, etc., etc. Donc en fait, nous, déjà, je pense qu'on a quand même un certain nombre d'injonctions sociétales qui sont ultra intériorisées. Et c'est hyper dur d'en prendre conscience. Et surtout, une fois que tu en as conscience, parce qu'on se dit tous, oui, non mais...
je sais que je suis un peu, je suis un peu plus lourde je suis un peu plus enrobée que la plupart. J'ai dit une connerie là, mais je suis un peu plus, j'ai pas le même physique que tout le monde, et alors? Mais par contre, ça fait souffrir parce qu'on n'arrive pas à être ok avec ça. Oui, et là, ça demande vraiment de prouver que tu as tort, en fait. Là, Instagram peut être vraiment utile. C'est-à-dire que tu peux consciemment régler qui tu suis sur ton compte Instagram pour voir et décider consciemment d'aller regarder que les comptes qui te prouvent le contraire de ce que tu crois. Alors, toutes les Instagrammeuses qui sont trop bonnasses, allez, on unfollow. Ouais. Mais oui, c'est une question, et tu as raison là-dessus, notre société, c'est aussi une question d'exposition, en fait. Si oui, toi, de tu as déjà ça représentation. ancré, et que tu as beaucoup de représentations qui viennent confirmer ce que tu crois intrinsèquement en toi, ça va être plus dur de changer ce que tu crois intrinsèquement. Si petit à petit, tu changes ton exposition par des choses qui te prouvent le contraire, et que ensuite, petit à petit, tu vas dans l'expérience toi-même de regarder, ne serait-ce que de voir les personnes qui s'intéressent à toi malgré ton poids, là, tu peux rentrer dans un réapprentissage. Je me dis que c'est des questions, pour le coup, ça, c'est des questions qui sont dans toutes les sphères de notre vie et de notre vie intime, parce que même la sexualité, en fait, est vachement concernée par ça, en fait. Oui, ça, c'est vraiment cette troisième catégorie-là, c'est ce que moi, je considère comme étant multidomaine. C'est-à-dire que ce côté de je n'arrive pas à aller dans la proximité avec les autres parce que je sens que je suis rejetée, en fait, tu le sens souvent dans tous les domaines de ta vie. Donc, ça soit professionnel, amical, amoureux, c'est vraiment un des schémas qui souvent va dans toutes les zones. Donc, ce réapprentissage-là, c'est la première étape. Étape numéro 1, unfollow. Les gens qui vous font du mal. Ça, on est d'accord. Ok. Changer nos représentations en n'allant pas regarder, en fait, en s'empêchant, en s'interdisant d'aller regarder les représentations qui ne nous correspondent pas et qui font du mal. Ok. Ouais. Ensuite, aller dans l'expérience, c'est-à-dire le rejet. En fait, on sent le rejet parce que on veut être aimé par une certaine personne ou un certain groupe de personnes, mais on ne voit pas les gens qui nous apprécient pour ce qu'on est. Et donc, c'est vraiment cet apprentissage de, au lieu de me focaliser là-dessus, je vais aller voir autre chose. Je vais porter mon attention sur ça et je vais aller dans cette expérience-là. Je vais accepter que je suis rejetée par certaines personnes et investir mon énergie vers les personnes qui m'acceptent comme je suis. Donc ça, c'est tout un processus de renouer finalement avec ta valeur. Je pense que plus tu vas voir ta valeur en toi, plus tu vas aller vers des personnes qui reconnaissent cette valeur que tu as, petit à petit, en fait, ça va changer. Mais ça, c'est un processus qui demande là vraiment du temps. Parce que c'est un changement de ton identité, en fait. Donc, si je résume, en fait, cette peur de l'échec et cette fatigue et cette façon de dire non, mais de toute façon, l'amour, c'est pas pour moi, ça marche jamais, c'est extrêmement lié à le regard qu'on a sur soi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut aller regarder droit dans les yeux et essayer de changer. Oui. Et je dirais que pour moi, cette étape-là, en fait, selon les personnes, ça peut durer plus ou moins de temps. Et il y a besoin d'avoir un socle suffisamment solide pour ensuite oser se risquer aux relations. Donc, typiquement, dans ce cas-là, je suis pas la personne qui va prôner à aller tout de suite, essayer de se mettre en relation, etc. Je pense que il faut d'abord avoir une base suffisamment solide, pas être parfait, totalement libéré de tous ces schémas, mais
sentir que on est capable de voir notre valeur, même quand l'autre voit pas tout de notre valeur. Ça, c'est important de l'avoir. Et après, oser aller se risquer. Donc, ça peut aller dans plusieurs directions. Déjà, pas fuir quand une relation saine se pointe. C'est-à-dire de repérer ce mécanisme de fuite. Donc là, c'est plutôt la fuite physique, hein. C'est pas comme dans le premier cas où on allait dans la fuite mentale, mais là, c'est de se dire, OK, quels sont les faits et quelle est l'histoire que je me raconte, en fait. Et souvent, j'ai eu le cas justement d'une coachée il y a pas si longtemps. En fait, quand tu fais cette distinction et que tu décortiques tout ce que tu penses, tu vois à quel point ton mécanisme de fuite il est insidieux dans comment tu interprètes ce que l'autre fait, en fait. Si je te donne l'exemple que j'ai eu, elle se sentait étouffée par les attentions de l'autre. Trop d'attention. Et lui dire non, tu es pas étouffée, la réalité c'est ça sert à rien. C'est d'aller confronter ça. Ok, est-ce que tu es capable de communiquer ta limite à ce sujet? Comment a réagi l'autre? Est-ce que c'est un signe d'étouffement ou c'est plutôt juste un signe d'intérêt et il s'est adapté à ton besoin personnel? Et en confrontant ça, petit à petit, tu désamorces en fait les mécanismes de fuite. Donc, à nouveau, faire un stop, analyser les faits, regarder l'histoire que tu te racontes. Là, il y a souvent un peu de régulation par le corps aussi qui a lieu à cet effet-là. Et oser aller dans cet engagement. Putain, en fait, réussir ta vie amoureuse, c'est un job à plein temps, quoi. C'est un vrai travail. En fait, je fais pas des programmes de 5 mois juste comme ça, parce que ça demande ce réapprentissage, ça demande d'expérimenter d'autres choses que ce qu'on a vécu, et c'est pas facile, en fait, d'aller dans cette expérimentation. Je pense que c'est là où le soutien du groupe, savoir qu'on peut poser ces questions en tout temps, ça fait la différence. Et en même temps, je pense que quand on travaille sur ces relations, en fait, ça change toute notre manière de vivre, en fait, dans beaucoup de domaines. Et je dirais que si on doit travailler sur une seule chose, ça serait ça. Pour moi. Mais c'est peut-être un avis biaisé. Non, ça va aussi avec l'évidence de plus en plus mise en avant que la santé mentale est vitale et qu'il faut en être conscient et en prendre soin. Oui. Et que la qualité de nos relations, elle a une importance prépondérante sur notre santé mentale, ouais. Est-ce que si on essaye de résumer, franchement, c'était hyper riche. Et tu vois, dans l'intro, j'ai dit on s'adresse aux célibataires ou aux femmes divorcées. En fait, je me dis non, en fait, c'est pas du tout ça. On s'adresse à tout le monde, les gars. Là, pour le coup, tu vois, je trouve que tout le monde va se retrouver dans ces schémas. Si on essaye de résumer, moi, je dirais les schémas, c'est pas une fatalité. Donc, on peut les transformer avec la conscience qu'ils sont là, avec du temps et l'envie. Alors, je dirais pas du temps, je dirais de l'action, de la régulation consciente et de l'action. Parce que le temps, ça résout pas les schémas. Au contraire, ça a plutôt tendance à les empirer. Ok. Du coup, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, Sandy, c'est envoyer cet épisode à tous vos potes. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Moi, ça va me faire vachement cogiter et réfléchir. Merci beaucoup, Sandy, parce que je sais que tu as donné beaucoup de concret et de pratique. J'avais l'impression d'être un peu dans un labo, dans un laboratoire. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos auditeurs et auditrices? Pour moi, je suis vraiment intimement convaincue qu'il y a que nos peurs qui nous séparent de l'amour et que ça vaut la peine d'aller travailler là-dessus. C'est très rarement un manque de volonté, c'est très souvent un apprentissage du passé qu'on a juste besoin de réapprendre et qu'on peut se donner le droit, en fait, de dire que oui, on mérite l'amour. On n'a peut-être pas eu le passé qu'on a eu, mais on peut toujours le changer en tout temps et que c'est possible. Merci beaucoup, Sandy. À très bientôt. À très bientôt.
moving in rhythm to the vibe of the song. I'm feeling alright, so I can't go wrong. If you say something mean, I won't respond. Smoking hot like molten rock to a beat that's sweeter than soda pop. I put the whole world under my spell, where I know everything is gonna go